l'enregistrement. Comme ça, on est casé. Et bon, parfois, par exemple, le cours tantôt, ça a pris un peu plus de temps. Mais comme c'est enregistré, si vous voulez, vous pouvez suivre le cours de l'autre classe parce que ça ne se passe pas, ça ne se passe jamais exactement de la même façon. Il y a de la matière qui est peut-être dans l'autre cours que on ne passera pas dessus ce coup-ci et l'inverse. Il y aura toujours deux enregistrements en ligne, celui du groupe 2283 et votre groupe à vous. Alors rien ne vous empêche de regarder les deux, si ça vous tente. Ok. D'abord, j'aimerais bien faire une remarque générale sur, ben voilà, sur la situation en global, c'est-à-dire les cours en ligne. C'est un petit peu s'adapter pour tout le monde. C'est une situation qu'on ne connaît pas. C'est pas évident. Et il faut trouver un petit peu ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Mais je crois qu'au cœur de tout ça, l'important, c'est que on apprend des choses et qu'on s'amuse en faisant et en créant des personnages. C'est le cœur du cours. Et tant que ça, c'est pas touché par la méthode qu'on utilise, on est bon, je crois. Alors, la démarche de mettre des modèles sur Sketchfab, de pouvoir les regarder, faire un retour, si tout ça, ça fonctionne bien, je crois que l'essentiel est en place. Maintenant, les infos, ça, on va se débrouiller avec les outils qu'on a. Maintenant, ça veut dire aussi un peu plus d'autonomie sur votre côté, dans le sens qu'il faut se débrouiller un peu plus chacun chez soi. Comme solution, je dirais, si vous avez des questions ou vous avez loupé une partie du cours ou il n'y a pas eu d'enregistrement, n'importe quoi, s'il y a un problème ou une question ou quelque chose que vous n'avez pas compris, notez-le et on va essayer de repasser dessus dans le cours qui suit. Voilà, ceci dit, on va passer aux choses plus sérieuses, comprendre les présences. Euh, bon, je regarde dans la liste aussi, mais Maud, je vois qu'elle est là. Floriane, ouais, on sait. Jérôme, oui. Morgane, Morgane n'est pas là? Ok. Guillaume, bonjour. Shannon, Thomas, Breuer, non. Louis Gouder, oui. Robin, non. Adrien, non plus. Alec, ouais, bonjour. Jasmin, ou Jasmine, tu me trompes à chaque fois, c'est ça? Rimcha, elle n'est pas là. Tu la vois parfois en cours? Ah ouais, parce que là, c'est quatre cours qu'elle manque. Si tu lui parles, dis-lui de peut-être rattraper par les vidéos en ligne. Ok. Cyril, ouais, bonjour. Brian, bonjour. Et Nicolas et Oussama, qui, qui n'est pas là. Oui, pour le coup dernier, bah, Nicolas, tant pis. Il va falloir demander de l'aide à tes collègues. Ok. Et je crois que les vidéos de Shane Olson euh, peuvent bien remplir des lacunes d'infos aussi, hein. Ok, ceci fait,
Avançons. Euh, et comme toujours, on va... Bon, d'abord, quelques petites infos. Je l'ai déjà dit à l'autre groupe. euh, j'ai passé un peu trop de temps là-dessus, probablement. Euh, mais il y avait deux liens que j'ai mis euh, dans le groupe, dans le chat, que je vais vous montrer vite en passant. C'est bizarre que quand j'ai... On peut pas cliquer sur les liens quand on les a mis... Ah, il faut cliquer... Bah non. C'est un... Ok. Oui, ça c'est... Ça c'est pas bien. C'est le default quand on fait un copy-paste. Ok, je réessaye. Là j'ai copié le lien. Je fais paste. Bah oui, c'est n'importe quoi. Peut-être si je passe par un fichier texte, c'est quand même bizarre. New. Je copie ça de OneNote, c'est peut-être lui qui fait ça. Ok, je copie dans un fichier texte. Ouais, là c'est mieux. Voilà, si vous utilisez OneNote, ne faites pas ça. Euh, et le deuxième lien, c'est... Ok. Alors le premier lien, c'est un festival qui a démarré dimanche et qui se déroule complètement en ligne et qui est complètement gratuit. Alors, la seule chose qu'il faut faire, c'est ici en haut, vous registrez avec votre nom et en retour, ils vont vous envoyer un ticket virtuel. Et avec ce ticket-là, vous pouvez accéder à toutes les présentations. Alors, il y a toute une programmation sur l'animation, les jeux, les effets spéciaux, réalité virtuelle et augmentée. Et si on regarde, par exemple, on est mardi. Voilà. Mardi, il y a une vingtaine de présentations aujourd'hui. Euh, et ça peut aller d'une présentation sur ici Moulin et les gens qui ont travaillé sur ce long métrage. Il y a un workshop comment trouver des idées, comment travailler avec Substance Painter par exemple, les effets spéciaux dans The One and Only. Et c'est vraiment une belle collection de présentations. C'est un petit peu comme le FMX qu'on visite en classe en Allemagne, mais qui normalement va être annulé aussi ou passer en virtuel. Alors profitez-en si vous avez le temps. Et ça dure jusqu'à 11h30. Hein. Ça veut dire que même le soir, si vous pouvez en voir un ou deux, ça peut valoir le coup. Et les gens qu'ils invitent, c'est des gens quand même compétents et qui sont dans l'industrie. Alors profitez-en. Ça, c'est le premier lien. Et le deuxième, c'est un lien YouTube. Il y a une personne avec son micro
où il y a du retour, hein. Peut-être vérifier. Ok. Ouais, je te peux baisser ou... bah, au moment où tu as une question, ouvre-le, hein. Ok. Ça, c'était le pub. Ça, c'était le pub. Alors, c'est une vidéo que... il s'appelle Martin. Je connais pas son nom de famille, mais son channel s'appelle Yes, I'm a Designer. Et il est surtout spécialiste en illustration et en Adobe Illustrator. Mais il donne aussi des cours en ligne, dont beaucoup sont gratuits. Il y en a aussi des payants. Et cette vidéo-ci, ça passe un petit peu sur ce qu'il considère, lui, les 10 principes de character design, mais vraiment en plutôt 2D. Alors ça vaut le coup parce que vous allez voir, si vous regardez le vidéo, il y a pas mal de correspondance entre les principes 2D et 3D. Ce qui n'est pas surprenant parce qu'ils ont quand même beaucoup en commun. Il y a des petites différences parce que c'est un autre médium, mais vous allez voir que ça donne un beau survol de tous les 10 principes et comment les principes vont se cumuler dans une méthode de travail qui va vous aider à faire des personnages réussis. On ne va pas regarder toute la vidéo, hein. Ici, je vais juste souligner quelques moments dans la vidéo pour chaque principe. Et après, je vous invite de visiter ça à votre aise. Je vais aussi couper le vidéo pour sauver un peu de bande passante. Voilà. Alors, premier principe. Nous, on saute ça un petit peu dans nos exercices parce qu'on n'a pas vraiment le temps pour arriver à faire un petit univers ou une petite histoire autour de nos personnages, mais c'est quand même un élément important. Alors quand vous créez un personnage, même si c'est basé sur un personnage que vous avez repris ou vous êtes inspiré dessus, c'est l'univers dont, dont le personnage va, se, va se comporter et va vivre, va être important pour lui donner forme aussi. Quand vous créez un personnage, c'est toujours bien de s'imaginer qu'est-ce qu'il mange, comment il se comporte, est-ce qu'il a des copains. Et ça ne va pas toujours être vaste, ça peut être quelques indices, mais qui vont suggérer euh, la personnalité de votre design. Un deuxième principe, euh, c'est shape and lines. Ici, on touche vraiment au 2D, le fait que c'est du dessin, alors les traits vont être un élément important du design, mais les shapes, ça c'est commun entre 2D et 3D. Et j'aime bien comme il va illustrer ça de travail d'autres designers pour montrer que n'importe quel style que vous avez, qu'il y a des éléments ou des principes de base qui reviennent dans le travail de chacun. Troisième silhouette, ça c'est une des premières leçons qu'on a vues, super important. Quatrième, les proportions et exagérations, ça on va voir la semaine prochaine. L'expression, et ici surtout l'expression du visage, c'est ce qu'on va regarder d'abord, et on aura un cours là-dessus aussi. Oups. C'est devenu vraiment chiant avec les pubs, hein, sur YouTube. Ouais.
Ouais, mais ça marche pas toujours, hein. Ouais. Bah, je vais le réinstaller pour la semaine prochaine, mais c'est devenu vraiment agressif leur pub, hein. Merci. Euh, on était où? Oui, l'expression. Pas seulement le visage, mais aussi la pose et l'attitude. Et ça, on aura un coup dessus quand on va parler de la ligne de l'action. Et ensemble avec le corps, ça va vraiment mettre en valeur le personnage. Le scale, le fait c'est de jouer sur l'échelle d'un personnage. Et ça va se jouer surtout quand il va être par rapport au décor qui lui entoure et les autres personnages qui vont l'accompagner. Par exemple, la taille d'un personnage par rapport à l'autre, ça va être important. Par exemple, ici aussi, le rapport entre les décors, les tout petits arbres à côté du personnage, ben, ça va suggérer une dimension importante. 8 les couleurs. Là aussi, on aura un coup dessus. Ça peut être un travail de couleur assez réaliste ou cartoon. 9. euh, Oups, trop loin. 9, c'est le shading. Bon, ça, nous, on a gratuit en 3D. On ne doit pas s'occuper du shading. C'est ZBrush qui va s'occuper de ça. Mais par contre, la texture, ça c'est important pour suggérer les différentes matières dont notre personnage est composé ou vêtu. Et ça aussi, on va avoir un coup dessus. Mais juste comme vue globale, ça vaut la peine de regarder la vidéo. Vous pouvez le mettre sur double vitesse et en une demi-heure, vous avez un vue globale de tous les principes en 2D. Voilà. Alors c'est important aussi parce que c'est pas juste la matière qu'on voit ensemble en cours, mais c'est aussi important de se nourrir d'autres sources d'infos, euh, que ce soit des sites ou des vidéos. Par exemple, il y en a un qui s'appelle... Oui. Ah, ok. Ben, ça s'enregistre. euh, et j'ai l'impression que ça fonctionne. Comme ça, il rate rien. Merci. Euh, Mais voilà, on avait vu les deux vidéos. Oui, voilà, c'est ça. C'est important d'aller se nourrir d'autres sources d'informations. Et par exemple, il y a un character Design Challenge. Voilà, Character Design référence. C'est un super site aussi avec que des character designers. Et chaque mois, ils s'organisent autour d'un thème où ils vont soumettre un design. Et par exemple, ce mois-ci, oui, ça dépend. Il y a des sociétés, par exemple, des jeux vidéo. En général, la personne qui fait le character design va aussi être la personne qui va créer le modèle en soi. Euh, Ça, c'est plus dans disons, les sociétés de petit à moyen taille. Si c'est un studio vraiment ample, et là je parle de plus de 100 personnes, c'est probablement aussi le cas où il y a une personne qui va faire le design en 2D et après il va passer l'image 2D au modeleur. Ça peut être un sculpteur comme ZBrush ou un modeleur Maya. Ben, il faut dire que de plus en plus,
le design se fait tout de suite en 3D. Il y a encore des sociétés qui passent par le 2D, hein, mais je dirais la majorité, les personnes qui font du character design vont faire ça directement en 3D. Et dans ce cas-là, 9 fois sur 10, c'est la même personne qui le fait. Ok. Alors le thème de ce mois-ci, c'est Yokai et Kami. J'ai aucune idée de ce que c'est. Je m'imagine que c'est euh, un thème animé. Mais bon, ils en ont dû trouver 70 jusqu'à maintenant. Et vous allez voir que ils ont aussi les archives de tous les autres thèmes qu'il y a eu euh, jusqu'à ce moment-là. Par exemple, il y a aussi un artiste qu'ils vont mettre en profil tous les mois. Et beaucoup de gens qui viennent du monde 2D quand même, hein. Mais comme source, pour, par exemple, si vous cherchez euh, un modèle à faire en 3D, ça peut être super intéressant, hein. Ça donne envie de modéliser, quoi. Et rien ne vous empêche d'en faire votre propre design, hein, de le changer en cours de route. Ouais. Je vais copier celui-là aussi. Voilà. Comme ça, on a fait un petit tour. Je vais essayer ça de faire d'autres cours aussi, où je vous envoie des liens, ou à l'envers, si vous avez trouvé un site sur le sujet que vous dites, ah, ça vaut la peine de partager, ben, venez le poster dans le groupe et on peut y jeter un coup d'œil tous. Voilà, ça pour les infos tiers. On va passer maintenant à votre travail à vous et voir ce qui a été mis en ligne sur Sketchfab. Ok, on va commencer. Je vais mettre ça ici. Cyril est là, je crois, hein. Ouais. Bon, vous avez déjà réussi à faire toute la démarche avec les formes géométriques, maîtriser les outils comme le masquage, bouger, utiliser les gizmos. Tout ça, ça fonctionne bien. Euh, les transitions, c'est pas mal non plus. Je vois que tu les as soudées par après. Euh, tu l'as resculpté aussi un petit peu alors. Mhm. Ouais, si je regarde le filaire. Ah non. Ah, moi j'avais pensé que vous avez fait un Dynamesh. Non, c'est encore des formes séparées. Ok. C'est basé sur un personnage existant. Il y en a qui reconnaissent. Ben voilà, vous avez déjà. Oui, c'est qui? Bon, voilà. On va pas regarder les détails. C'était vraiment pas le but de l'exercice. Si vous avez envie de le faire, je vais pas vous en empêcher, hein. Mais ici, je vais essayer de regarder que les formes géométriques. Ça, c'est embêtant. C'est passé où encore? Ok. Pas évident de mettre côte à côte sur mon écran tablette. Ouais, pour moi,
Pour la ressemblance, ça n'y est pas du tout. Elle a bien fait pour reconnaître ça, hein. Proportionnellement, ça colle. Je trouve, si je regarde la tête est peut-être un peu trop grande chez toi. Mais par exemple, ici, t'as changé la forme de base pour le visage, oui. Tu l'as déformé par après, non? Allô? Ah, oui, ben, en le faisant, on a perdu un petit peu ce côté géométrique, hein. Alors je dirais, euh, pour cet exercice-ci, essayez vraiment de découper le travail en deux, c'est-à-dire un premier partie où c'est que des formes géométriques que vous avez bougé et changé l'échelle et tout. Et une deuxième étape où vous commencez à sculpter ou à déformer. Et peut-être ça peut être bon exercice de mettre en ligne les deux, hein, côte à côte. Comme ça, on voit le travail qui a été fait en assemblant les formes. Et un deuxième travail en changeant les formes. Parce que si l'assemblage elle est réussi, mais le fait de retravailler par après, euh, ça te peut encore améliorer, je crois. Parce que je crois même en ne pas travaillant les couleurs et tout ça, tu peux arriver au fait qu'elles ressemblent plus, hein. Par exemple, les oreilles, moi j'aurais pris un triangle, hein, comme forme, tu vois. Alors si tu as le temps et l'envie, ça vaut la peine de pousser un peu plus loin. Ouais? Ok. Guillaume qui est là? Ouais. C'est basé sur un personnage existant ou t'as inventé toi-même? Ok, je connais pas. Alors j'y jette un petit coup d'œil. Roger? Ok. Voilà, remarque générale, c'est pas juste pour toi, mais une fois que tu as fait votre mise en place avec les formes géométriques, n'hésitez pas non plus de lui donner une pause, hein. C'est une pause typique pour lui, le fait qu'il pointe du doigt comme ça. Ah ouais, ok, comme celui-là. D'accord. Côté proportion, les mains sont plus grandes que chez toi. On va avoir une leçon là-dessus, hein. Et les bras sont toute la longueur du corps à peu près. Mais ça, c'est surtout une question de taille des mains, je dirais. Le haut du corps est beaucoup plus court que le bas, et chez toi, c'est à peu près égal. Euh, et pour la tête, il faut mieux. C'est aussi, bien sûr, à cause de la différence de couleur, hein, des cheveux. Allez, pas des cheveux, mais de la forme ronde. Mais peut-être essayer de mieux soigner comment les formes transitionnent. Tu vois? Comment la sphère va se fondre dans la forme du visage, disons. Essayer d'avoir un effet un peu plus homogène. euh, Parce que je crois qu'à ce moment-là, aussi les yeux qui sont... En fait, les yeux sont enveloppés par la forme autour, hein. Et je crois que cet effet d'extraterrestre, ça va être mieux réussi
si tu travailles un peu plus les transitions dans le haut du corps. Ouais. Mais sinon, les bases sont en place, hein. Maintenant, comme votre collègue, je crois que tu peux pousser un peu plus loin et choisir une pose un peu plus dynamique, peut-être. Ouais. Ok. Bon, avec une plus belle silhouette, je veux dire. Tu vois? Parce que là, les bras se perdent un peu dans le corps, hein, quand on tourne autour. Euh, Brian. Bon, voilà, ça, c'est vraiment les bases, hein. Je crois que c'est assez générique comme personnage pour l'instant. Euh, c'est qui? C'est quoi comme personnage? Ah, ok. Oui, il y a ça, mais je crois que Jack Skellington, il a les membres très longs, hein. Mhm. Oui, proportionnellement, tu as raison. Ça colle. Je crois que ce qui tire l'attention avec Jack Skellington, c'est surtout les yeux, hein. Alors, je mettrais quand même deux sphères pour les yeux. Le fait qu'il ait une squelette aussi, ça, il va falloir incorporer d'une façon ou l'autre. Euh, alors, il va falloir plus de... Dans votre cas, c'est nécessaire de mettre plus de formes géométriques pour capter cet aspect squelette. Et aussi les détails vêtements, hein. C'est tellement typique. Ça, il va falloir ajouter d'une façon ou l'autre. Avec des formes géométriques, ça va être un peu compliqué, mais je dirais, si tu mets une forme comme pour la jambe et après tu utilises des outils de déformation, tu peux arriver parfaitement à le faire, hein. Mais c'est vrai, la base est bonne, hein. Les proportions sont bonnes. Maintenant, il faut juste rajouter ces éléments-là. Ouais, ok. Ça, c'est l'autre classe. Ah, j'ai sauté une. Tout à... Ici? Ah, mais t'as mis le 22,83. Ok. Bah, moi, je regarde sur tout ça, hein, pour voir si c'est cette groupe-ci ou l'autre. Ok, pas grave. J'aime bien. J'aime bien aussi l'harmonie de couleurs, que tu as fait un petit effort pour le décor. Euh, la pose, elle est un peu neutre aussi, hein. Mhm. Oui, parce que une fois que vous maîtrisez les outils de déplacement, ça prend 5-10 minutes, hein, le mettre dans une autre pose. Euh, Sinon, ça fonctionne bien. C'est pour le visage, je me demande s'il y a quelque chose à rajouter. C'est qui comme personnage? Ou tu l'as inventé? Ok. Ok. Maintenant, il y a des aspects que vous ne saurez capter qu'en le sculptant par après, hein, que c'est impossible de capter avec des formes géométriques. Par exemple, cette forme spécifiquement, euh, oui, voilà, c'est reptile, c'est typiquement reptile, la petite pointe surtout, hein. Alors,
Peut-être pour cet exercice que la prochaine fois, il faut que je suggère de faire deux versions. Une version vraiment géométrique et à côté une version où vous avez sculpté un petit peu. Parce que ici, en forme géométrique, je ne rajouterai que les yeux, peut-être. Mais c'est vrai, le géométrique a son propre esthétique, hein, et parfois un détail peut complètement euh, mettre de travers les autres formes. Alors, c'est cas par cas. Et à part de ça, par exemple, en sculptant le petit crawl dans la queue, ça serait important de capter le bec aussi. Et, mais pour les formes géométriques, il n'y a pas vraiment quelque chose qui manque. Maintenant, pour le mouchoir qu'il a autour de la tête, autour du cou. Ah non? Ah oui. Ok. Bah, je vais faire comme si j'ai pas vu. Non, mais ça, c'est une bonne illustration de l'exercice. Et si tu as envie, faire un petit passage sculpte, ça peut que bénéficier le modèle. De rien. Alors maintenant, si je vous saute, parce que vous êtes dans un autre groupe, euh, faites signe, hein. Voilà, ici c'est déjà poussé un peu plus loin, dans le sens que ça a été sculpté aussi. Euh, Ah non, c'est encore des formes géométriques. Là, c'est bien déformé alors, hein. J'aime bien aussi le matériel. Qu'est-ce que tu as mis comme matériel pour que ça ait un côté un peu subsurface scattering? Mhm. Ouais, ben, ça donne bien dans ce cas-ci. Pour la pose, euh, cette jambe-là, elle est pas. Normalement, pour les poses, il y a une sorte de règle simple. C'est que quand on trouve la ligne de la colonne, normalement, le ou les pieds sur lesquels le personnage est posé va se trouver en dessous. Et si, ouais, alors soit il faut bouger ou plier la jambe, ben là la jambe va être tendue, c'est soit il faut l'avancer, ou soit il faut courber le dos pour que la colonne bouge plus vers l'arrière. Ouais, c'est un des deux. Sinon, le haut du corps, c'est très bien. Et la seule chose qui me chiffonne un peu, c'est le museau de devant. De devant, ça colle, mais de côté, je- mais c'est important d'analyser pourquoi c'est pas juste. Je dirais le museau du haut, il est juste, c'est celui du bas qui est probablement trop grand. Et ça, c'est genre sans regarder le référence, mais je dirais, si tu prends la forme d'en bas et tu le, tu l'emboîtes un peu dans le museau du haut, et peut-être faire plus petit, ça sera bon, hein. Panda, euh, profil. Ah oui, moi je regarde tout autour, hein. Euh, c'est le genre de personnage qui marche. Il est bien de tous les côtés, hein, mais il marche super bien de devant, hein. Surtout à cause des motifs graphiques. Ah voilà. Ah ben non. Là, le museau est assez large, hein. C'est autre chose alors. C'est probablement dans la transition des formes aussi. Faut gérer un peu plus comment elles s'emboîtent dans la tête.
Mhm. Quand c'est des personnages animaliers, ça peut changer beaucoup le museau. Ah oui, bon, ça peut être expliqué. Tu peux exagérer un peu parce qu'ils font ça en animation aussi, de, que les membres deviennent élastiques en partiellement. Voilà, c'est ça. Le volume doit rester le même. C'est-à-dire, cette jambe-ci, elle va comprimer avec le poids et celui-là, il va s'étendre parce qu'on va essayer d'étirer aussi loin possible. Mais c'est vrai, le volume de celui-là est presque un et demi de celui sur lequel il est posé, hein. Voilà, voilà, c'est pas vraiment les proportions, c'est plus le volume qui ne colle pas. Euh, Moi, je crois que le ventre devrait être, là, c'est vraiment en proportion, hein, un peu plus grand, à mon avis. Et la jambe, cette jambe levée doit être un peu plus fine si elle a cette longueur-là. Et personnellement, comme toi, comme tu le dis, je le ferai un peu plus courte. Même si la pose, c'est joli. Allez, je dirais, pour cette pose-ci, c'est important qu'on arrive à mettre le pied au-dessus de la tête, d'une façon ou l'autre. Mais je crois qu'il faut essayer de le faire avec la pose autant qu'en étirant la jambe. C'est... Ok. Voilà. Bah, sinon, beau boulot, comme d'hab. Euh, mhm. Moi, j'aime bien le côté, ça a un charme particulier, le fait que tu as vraiment collé aux formes géométriques, le fait que c'est presque des cylindres pour les pattes. Ça, ah bah voilà, si c'est pas voulu, c'est réussi quand même. Et... Mais c'est vrai, une fois que les cylindres sont mis en place, je dirais le bout des pattes, là c'est important de déformer un petit peu. Par exemple, si on voit, si on regarde une patte d'éléphant, oui, comme je l'ai dit tantôt, je vais la prochaine fois que je donne cet exercice-là, ou peut-être même maintenant, si, pour ceux qui veulent revisiter, ça vaut peut-être la peine de mettre la version que géométrique et à côté aussi mettre la version où vous avez retravaillé, euh, soit en sculptant, soit en déformant. Mais je vais télécharger celui-là et voir ce qu'on peut faire vite fait, bien fait dans ZBrush pour suggérer des outils et des pistes. Euh, Normalement, c'est en FBX. Ouais. Voilà, on va regarder ça tantôt. Euh, et la pose, elle est bonne aussi. Dans ce cas-ci, ça ne me gêne pas que c'est symétrique. Un bébé est souvent comme ça. Mais le fait que la trompe, elle est asymétrique, ça c'est bien aussi. Mais dans ce cas-là, je ferai les oreilles un peu asymétriques aussi. Et la petite queue qui manque. C'est juste pour... ça semble pas important, mais tu coupes carrément la tronche, c'est ça? Le tronc, la trompe, et tu le scales et tu le mets en arrière et c'est fait, hein? Ok. Shannon, ça c'est de, c'est quoi, Deep Hero 6, c'est ça?
Ouais, ouais, en français, je connais pas le nom, mais c'est le robot, là. Le robot, euh, le robot jouet. Bah, c'est très épuré et c'est bien que tu as gardé ce côté-là. Euh, Maintenant, pour moi, de devant, ça fonctionne parce que c'est une forme ou une silhouette, une jolie silhouette. De côté, c'est moins réussi, hein. C'est en grande partie parce que tout est aligné. Imaginons, tu prends le bras et tu le décales un petit peu vers le devant ou vers l'arrière. Ça, c'est déjà plus intéressant. Et si je regarde... bon, ça, c'était déjà bien. Là, on le voit bien. Et c'est tentant de lui donner une pose très dynamique, mais je crois que pour ce personnage-là, il est assez allez, un peu timide. Alors ses poses sont normalement assez, pas super amples. Alors peut-être pas très exagéré trop. Je cherche une image de côté. Ah voilà. Ah, je crois que pour ce personnage-là, ce qui est important de capter, c'est le fait que euh, j'essaie de le mettre sur le côté ou à côté. Il est où là? Je l'ai perdu. Ah, le voilà. Oh, on va y arriver. Voilà. C'est déjà la taille de la tête. Je crois que plus petit, un peu plus aplati. Et c'est surtout important de voir comment les transitions de l'épaule dans le corps. Euh, L'image est un peu petite, hein, mais je vais essayer de l'agrandir un peu. Voilà, tu vois comment la transition de l'épaule dans le corps, ben, elle se fait plus haut. Avec un personnage tellement simple et épuré, c'est important d'avoir ça juste. Et tu vas voir que l'épaule, elle se rétrécit presque pas en pointe, mais beaucoup plus fine, tu vois. Alors, il faut travailler ça. Et aussi, la tête est décalée. Il a un peu comme une... Il n'est pas vraiment bossu, hein, mais son dos va presque couvrir la tête, tu vois. Alors, essayer de capter ces éléments-là. Et je crois que il va pas seulement ressembler au perso de devant, mais aussi de deux côtés. D'accord? Ok, merci. Je crois qu'on a fait le tour là, ouais. Sauf si j'ai oublié quelqu'un, ou si, sauf si vous avez mis une deuxième version de quelque chose. Oui, ok. Et tu sais comment le faire, le réduire? Ok. Ok, faisons le partage d'écran et on va faire le manœuvre ensemble. Et comme ça, tout le monde en profite. Alors, je vais mettre Discord et on va regarder. Ça, c'est un des avantages de
de dis- oui, ok, parfait. Et montre-nous dans le subtool combien de polygones qu'on a pour l'instant. Et tu glisses dessus. Et normalement, il va afficher. Ah oui, c'est pas, c'est pas, c'est pas un petit peu, c'est 23 millions. Ok. Ok. Non, non, bah ça arrive, hein. Normalement, c'est 4 millions, c'est normalement plus qu'assez, hein. Mais bon, voilà, on va pas rentrer dedans. Pourquoi? Alors, première chose à faire, c'est t'as pas des sous-niveaux, non? Par exemple, si tu ouvres la fenêtre en dessous de Subtool, il y a géométrie. Voilà, tu as 6 niveaux. On peut déjà baisser, hein. Si on baisse, voilà, baisse à 5, ouais, 4 même, 3, 2, 1. Non, 1 c'est pas assez. On va rester sur 2 et on va faire effacer supérieur. Comme ça, on enlève tous les niveaux au-dessus. Voilà. Et maintenant, combien de polygones est-ce qu'il nous reste? Voilà, 90 000. Je crois que ça va faire l'affaire, hein. On doit même pas. Oui. Bon, si tu veux vraiment lisser la poitrine, on pourrait séparer la poitrine et la lisser. Bah, faisons-le tant qu'on y est. Euh, avec. Essaye d'isoler, de cacher tout sauf la poitrine. C'est avec CTRL SHIFT et tu cliques que sur la poitrine. Non, c'est plutôt cliquer parce qu'on va essayer de cacher CTRL SHIFT. Voilà. Et maintenant, dans Subtool, tout en dessous, tu vas voir séparer. Je dois traduire ça en anglais parce que chez moi, c'est. Je regarde ça en anglais, hein. Subtool, split. Voilà, normalement, il est mis split hidden. Séparé invisible. Mais pour une raison. Dans, dans géométrie, enlève peut-être le niveau qui est en dessous. Voilà. Et tu fais effacer inférieur. Comme ça, il ne reste qu'un niveau. Et essaye maintenant, voir si on peut séparer. Voilà. C'est parce qu'on avait des niveaux, on ne pouvait pas les séparer. Mais je crois qu'on a perdu la tête. Non? Ah, ok. Voilà. Maintenant, tu peux mettre une subdivision. euh, Là, par manque de place sur ton écran, on ne voit pas qu'il y a un deuxième outil, hein. Mais si tu vas dans Subtool, tu vas voir qu'il y a une petite barrette à gauche. Bah, descends-le verticalement, hein. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va prendre celui qui est en haut, c'est-à-dire la poitrine. Le glisse vers le haut. Et on va faire. On va rajouter une subdivision dans cette géométrie. Tu fais diviser. C'est bizarre, ça ne lisse pas vraiment, hein. Et là, combien de faces? Regarde sur le subtool. 1536. On va faire un.
un Z-Remesher dessus. Tu te rappelles où ça se trouve? C'est sous géométrie. Ouais. Z-Remesher. Et on va prendre le chiffre 1. On va demander qu'il essaye de recréer la forme avec 1000 polygones. Cible le nombre de polygones. Tu cliques dedans. Oui. Comme ça va être 1000 polygones. Tu peux le mettre dedans aussi. Hein. Si tu cliques dedans, tu peux mettre le chiffre. Voilà, tu mets 1. Hop. Et tu cliques Z-Remesh. Normalement, ça va aller vite. Voilà. Et maintenant, essaye de subdiviser. Diviser. Ouais. Je ne sais pas pourquoi ça ne lise pas. Bon, voilà, c'est un problème plus petit. Hein. Euh, oui, oui, voilà. Quantité de polygones, t'es bon, ça va exporter. Et maintenant, pour le poitrine, soit tu refais la forme et tu le lises, ou il faut trouver pourquoi ça ne lise pas. Là, je ne vois pas tout de suite. Mais tu saurais l'exporter. J'aime bien le mélange des formes. J'aime bien aussi les transitions que tu as fait. Tu as bien soigné ça. Euh, pour moi, c'est bon. Je me demande juste où est sa tête. Ouais. Ok, ça va. Merci. D'accord. Euh, ok. Alors, je regarde un peu le temps pour qu'on respecte. Il nous reste une cinquantaine de minutes. Il faut que je vous montre comment faire l'exercice suivant, ce qui va être une caricature. Mais je crois qu'il me reste assez de temps pour vous introduire une dernière méthode de création. Alors, je prends un peu mes notes. Alors, les méthodes de création, je vais mettre ça un peu plus grand. Jusqu'à maintenant, on a vu sculptrice, Z-sphère et les formes géométriques. Et toutes ces méthodes-là, je crois qu'ils sont assez nouveaux, dans le sens que c'est assez particulier à ZBrush. Et vous avez peut-être l'habitude de travailler en polygonal. Alors là aussi, c'est une méthode que tu peux utiliser ZBrush pour, un peu moins poussé que Maya par exemple, mais pour ceux qui aiment vraiment bien cette méthode-là, disons pour la première mise en place de vos formes, ça peut être une bonne méthode. Alors je vais prendre une petite dizaine de minutes maximum pour vous montrer ça. Et c'est le box modeling. Tous les logiciels 3D ont ça. Et on va prendre la forme de base. On l'initialise en cube. Et moi j'aime bien l'étoile parce que la forme de base qui en ressort est super bas polygone. Et pour cette méthode-ci, c'est important. Par exemple, là, si je mets les lignes, je vois que j'ai 24 polygones en tout. Alors, comment est-ce qu'on fait du box modeling dans ZBrush? Comme tous les outils, on le retrouve dans la palette des brushes. Et le brush qui nous intéresse ici, c'est le ZM pour Z Modeler. C'est un brush tout particulier parce qu'il va nous permettre de sélectionner et de manipuler des éléments. Alors, je vous suggère de... ça, c'est bizarre qu'il y a ça. Bon, je vais vivre avec. L'écran est un peu plus petit que d'hab, mais ça passera. Alors, l'important ici, c'est c'est un brush particulier dans le sens que quand on va cliquer la barre d'espace, et c'est important pas juste de me regarder faire, mais aussi de le faire vous-même, comme ça
vous allez tout de suite retrouver la méthode et les bases. Et je peux choisir soit une arête, soit un sommet, ou soit une face. Et n'oubliez pas de mettre en polyframe, hein, comme ça vous allez voir les groupes et les lignes. Et maintenant, quand je pousse sur barre d'espace, vous allez voir qu'il y a une série de commandes qui vont apparaître. Et elle est différente selon que vous avez choisi mode face, mode arête ou mode sommet. Avec face, vous en avez plein, arête un peu moins et sommet beaucoup moins. Alors le principe de base, c'est vous sélectionnez, par exemple là j'ai sélectionné une face, barre d'espace. Le cadre tout en haut contient toutes les commandes qu'on peut appliquer. Le deuxième cadre va définir sur quelle sélection qu'on veut appliquer la commande. Alors, prenons un exemple. On va faire quelque chose que tout le monde connaît, une extrusion sur un poly, tout seul. Un poly, par exemple celui-là. Et vous allez voir que quand je sélectionne un polygone, il peut me l'extraire. Et quand j'ai fait une extrusion, si je clique dessus, il va le répéter plusieurs fois, exactement de la même méthode. Alors, tout comme Maya, vous pouvez faire une subdivision, pas une subdivision comme on l'a utilisé jusqu'à maintenant, mais plutôt une subdivision virtuelle, c'est-à-dire non destructif. Et là aussi, ça se trouve dans géométrie. Et on ne va pas faire divide, on va faire dynamic divide. Et là, on coche et vous allez voir que ça va faire deux subdivisions en fait. Je peux choisir le forme de base, une subdivision, 2. Ça, c'est la même chose que dans Maya quand vous cliquez 1, 2, 3, qui va vous montrer une version lissée. Ben ici, c'est exactement la même chose. Et par après, on peut bouger la cage de départ avec les pointes jaunes. Comme ça, tu peux travailler en bas polygone tout en voyant le résultat final. Et si vous voulez désactiver, c'est dynamique ou je crois que c'est raccourci D ou Shift D. Voilà, Shift D. Voilà, D pour l'activer et Shift D pour le désactiver. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme méthode? On va continuer avec les faces. Et cette fois-ci, je vais prendre QMesh. C'est celui-ci. Et le QMesh, c'est comme une extrusion, sauf qu'il y a des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, si je fais une extrusion là, ici, par default, je suis mis sur Polygroup Island. Ça veut dire qu'il va faire une extrusion sur tout ce qui a la même couleur. Vous voyez? Tout ce qui était vert, il a fait une extrusion. Et pas seulement ça, il va aussi souder le cube voisinant. C'est un petit peu comme Minecraft, tu vois, où on va modéliser en blocs. Ben, les blocs vont se souder. Et ça peut être super pratique. Par exemple, là, je ne veux pas tout le groupe, je veux juste ce polygone-là. Je vais sur espace. L'action reste le même. Mais maintenant, la sélection, je vais le changer. Je ne vais pas prendre un polygroupe, je vais prendre un polygone simple. Et là, je peux mélanger ces deux cubes-là. Ça, c'est un peu trop loin pour les... Si vous voulez juste bouger la face, vous pouvez faire Shift. Et là, il ne va pas faire une extrusion, mais il va juste déplacer la face existante. Alors, je vais essayer qu'il se cale une extrusion.
Et maintenant, si je le fais ici, il va se souder en dessous et sur celui-là. Moi, si je veux ça, il faut le faire en 2 fois. Je soude celui-là et je vais souder ces deux-là. Et ça peut être super puissant, hein. Après, on peut mettre le dynamique. Si on veut que ça soit des vrais niveaux de subdivision, on fait appliquer. Et là, vous allez voir que deux vrais niveaux se sont rajoutés. Mon niveau 1, mon niveau 2 et mon niveau 3. Et je peux utiliser bien sûr tous mes autres brushes. Ça veut dire que ça ne se limite pas juste au polygonal. Par après, on peut venir déformer. Voilà, c'est super puissant. Pas seulement qu'on a accès aux outils, disons les outils de base, qui sont dans Z-Modeler, mais par après, on peut mélanger avec toutes les autres brushes qu'on connaît déjà. Alors, juste pour être complet, je vous montre deux actions, une sur les pointes, où je vais faire un que vous connaissez, split, ce qui est un petit peu comme le bevel dans Maya. Et vous pouvez venir faire un bevel sur les pointes et lisser par après avec mon brush lissé. Et pour être complet, on va faire une sur une arête aussi. De nouveau, pas d'espace. Edge. Et on va faire quoi? Un bevel aussi peut-être. Bevel. Et là, on peut choisir sur l'edge loop complet, partiel ou polyloop. On va prendre edge loop partiel. Et là, il va faire un bevel jusqu'à ce que sur tous les polygones qui sont quad. Par contre, dès qu'on trouve une pointe où il y a plus que 3 arêtes qui se rencontrent, là, il va s'arrêter. Mais si je prends edge loop complete, là, il va continuer et faire tout le tour. Voilà. Ceci n'est vraiment qu'une introduction, hein. Il y a beaucoup plus d'infos si ça vous intéresse et si vous aimez bien cette méthode-là pour modéliser votre forme de base. Comme d'hab, on va sur Z Classroom et on cherche par exemple un commande, le bevel, edge bevel. Vous allez voir que sur chaque option dans cet outil ici, par exemple bevel, bridge, close, collapse, il y a un petit vidéo qui va vous montrer comment l'utiliser. C'est assez intuitif, il y a des outils où il ne faut même pas regarder la vidéo, mais au cas où c'est pas clair tout de suite, vous pouvez regarder les vidéos. Et voilà, c'est vraiment complet et bien expliqué. Et quelque part, ça nous permet de boucler les méthodes de création. Maintenant, on en connaît 4. Il y en a un cinquième, le base mesh, mais ça, c'est juste une question d'importer un maillage de base et qu'on va travailler par après au-dessus. Ce n'est pas vraiment une méthode en soi, c'est plus importer un modèle d'autre part. Comme ça, on a vu toutes les méthodes de création. Et s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bon, c'est beaucoup d'informations. Le but maintenant, c'est que vous l'essayez vous-même et voir à quel point que vous aimez bien et que vous allez vous en servir. Mais ceci dit, on peut passer
au cours d'aujourd'hui. Et je regarde le temps, il reste une bonne demi-heure, parfait. Je regarde vite l'enregistrement, sûr que tout... Ouais, tout fonctionne encore là. Alors, pour le cours, alors on va faire le workflow. On a visité ça un petit peu. On va couvrir ça plus tout au long des cours. Workflow, avec ça, je veux dire comment on va mélanger les différentes méthodes qu'on a vues pour arriver à une méthode de travail individuelle pour chacun. C'est-à-dire prendre les outils et les méthodes que vous aimez bien et en faire une méthode de travail solide. Mais concrètement, on va passer au head. Et là, ça va être un exercice de caricature. Et plus particulièrement, une caricature en 3D. Alors ici, je vous ai mis quelques exemples. C'est un mélange. Il y en a qui sont en 3D, il y en a qui sont en 2D, et il y en a qui sont basés sur une photo. Alors le but pour nous, c'est de faire une caricature 3D. Alors si vous allez vous baser sur une photo ou même une caricature de quelqu'un d'autre, essayez de coller comme toujours à une référence qui est plus 2D. Ça veut dire une photo ou un dessin. Comme ça va vous obliger de faire l'interprétation en 3D, qui est quand même très importante. Alors ici, c'est Mahatma Gandhi. Et comme vous voyez, le but c'est de faire un portrait ou un buste. Vous pouvez incorporer le haut du corps. Et si ça vous dit, vous pouvez rajouter des petits accessoires qui peuvent aider à reconnaître ou à illustrer la personne. Ici, ils ont même rajouté un bras. Alors, si ça peut aider, vous pouvez rajouter un geste. Mais sinon, essayez de limiter ça au-dessus de la poitrine. Ici, une caricature plus 2D. Là, c'est plus basé sur une photo. Et pour ceux qui aiment bien passer par le 2D, soit vous pouvez faire un dessin basé sur une photo, ou soit vous pouvez prendre une photo existante et le déformer. Par exemple là, si je quitte, voilà, ça c'est l'image de départ qui est déjà assez caricaturale, mais ils ont utilisé un outil qui s'appelle Liquify dans Photoshop, et c'est sous les filtres. Peut-être qu'il y en a déjà entre vous qui connaissent, mais ça permet en fait de déformer une photo. Si je vais changer un peu la taille. Et essayer de penser un peu au principe de forme géométrique qu'on a vu la semaine dernière et de faire un choix de forme géométrique. Par exemple ici, ils ont choisi de faire un triangle. Ici, je vais essayer de voir si ça marche avec un triangle à l'envers. Et là, c'est une question d'observation. Hein. Dans le temps, on va voir quelques règles qui vont vous aider à identifier ce qu'il faut, ce qui est le mieux à exagérer. Mais c'est vrai, ici, avec le menton plus large, ça marche mieux. Et si on utilise plus une forme cacahuète,
Ça fonctionne, je trouve, mais on a changé un peu trop le sourcil. Alors, le but, c'est d'exagérer sans de perdre le fait qu'on reconnaît qui c'est. Voilà, ça aide beaucoup. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre à savoir qu'est-ce qu'on va exagérer? Ben, pour ça, j'ai mis en ligne quelques vidéos. Deux vidéos, Caricature 101 et Caricature sur une caricature. On va les regarder ensemble en vitesse tantôt. Et ils sont disponibles sur le site Proco. Non, pas Prokofiev. Voilà, c'est surtout un site où on apprend à dessiner. Mais vous allez voir que ils ont aussi un cours sur la caricature. Et c'est un cours payant, mais pas mal de vidéos sont disponibles en ligne. Voilà, sur YouTube. Proco. Caricature. Voilà, là il y a un playlist, tout sur la caricature. Mais ce qui nous intéresse, c'est Caricature 101, comment exagérer. Et le deuxième, c'est une caricature d'une caricature. Alors, alors ici, normalement, je montre ça en classe. Ici, il va falloir synchroniser un peu chacun chez soi. Voilà, il va commencer de la minute 3. Et pour sauver un peu de temps, je vais mettre ça en accéléré. Et je vais arrêter la vidéo juste pour vous faire un sommet de ce qu'il raconte. Il y a les sous-titres aussi, hein, pour vous aider. J'enlève le pub. Peut-être un peu trop vite pour le début. Voilà, la question c'est qu'est-ce qui fait qu'un visage soit unique et pas comme les autres? Bah, pour ça, il faut savoir dans quel sens ou à quel point que les visages sont similaires. Et la similarité, ça peut se résumer à une sorte de tête générique où la plupart des gens vont suivre ces normes. C'est une sorte de visage normal, façon de parler, qui va nous servir comme référence. Et pour ça, il y a des petites règles de base. Par exemple, il y a une règle comme illustration qui dit que vous avez la taille de l'œil. Ben, la taille de l'œil va aider pour faire toute la largeur du visage, c'est-à-dire une largeur d'œil pour chaque œil, mais aussi une largeur d'œil pour la distance entre les deux yeux. Et
une largeur d'œil pour la distance entre le coin de l'œil et le bord de la tête. Ça veut dire qu'une tête va être à peu près 5 œils de large. Même chose pour le vertical. Par exemple, là, on va utiliser le nez. Et le fait que le nez, ça va être la taille du nez, bien sûr, mais le front aussi va être à peu près la taille d'un nez. Et le menton aussi va être à peu près un tiers du nez. Et une fois qu'on connaît ces proportions ou ces quelques règles de base, ça va nous permettre de mieux identifier comment un visage va en dévier, ce qui va faire un visage unique. Par exemple, là, c'est une photo de Gene Wilder, un comédien américain. Et s'il fallait identifier les éléments qui dévient ou qui sortent du normal, euh, selon vous, qu'est-ce qu'il y a comme élément dans son visage que vous dites, ah bon, voilà, ça, je vais commencer par exagérer cette partie-là. Peut-être oui, le nez, je suis d'accord, le nez n'est pas seulement plus grand, je dirais, que normal, mais aussi un peu plus pointu que la plupart des gens. Mais il y a d'autres éléments hein, qu'on peut... Oui, il en sort vraiment. C'est en rappelant notre exercice de silhouette, il va sortir. Quand il va tourner la tête, on va bien voir le menton. Et pas seulement ça, je crois qu'il y a aussi la taille peut-être du menton qui est un peu plus ou un peu plus pointu, pas pointu, mais un peu plus fin, juste parce qu'elle ressort. Mais il y a autre chose qui est peut-être moins évident. Hein. Oui, les rides, bien sûr, ça va être très particulier d'une personne à l'autre. Mais peut-être, quand on ne regarde pas que le visage, pensez que j'avais suggéré qu'on peut aussi utiliser les accessoires, mais aussi les cheveux. Par exemple, pour lui, les cheveux sont tout particuliers. Et quand on connaît un peu ces films, je ne sais pas si tout le monde connaît, euh, sa coiffure est toujours, c'est comme si son visage et sa coiffure ont deux vies différentes. Il a toujours un air assez décoiffé. Et ça aussi, on peut utiliser pour accentuer et rendre son visage unique. Alors, voyons ce qu'ils ont pris pour le dessin. Voilà, là, le nez, on avait repéré. Faites attention aussi à la forme de base. Ici, c'est très ovale, un peu élongé et avec le menton typique qui en ressort. Alors, votre choix de forme de base, ça va être très important. C'est aussi que pourquoi je vous suggère d'utiliser la méthode des formes géométriques qu'on vient de voir pour faire la première mise en place de votre caricature. Moi, je dirais aussi les yeux et pas, surtout la taille des paupières, la paupière d'en dessous et la paupière d'au-dessus, qui sont très ronds avec les yeux qui en ressortent un peu. Et si on regarde sur la photo, on voit que c'est pas des yeux, comment on dit ça, reculés. Ils sont vraiment à l'avant-plan de son visage. Alors, essayons
un deuxième. Voilà, ça c'est vraiment le principe de base, disons la théorie derrière. Voilà, ça c'est la norme, s'il faut spécifier. C'est le cube parfait où la hauteur et la largeur sont égales. Maintenant, imaginons qu'on a un sujet, une personne qu'on connaît bien, ou un acteur, ou un ami, et il faut le caricaturiser. On va le comparer aux normes. Dans le cas ici, c'est le A, et on va voir comment est-ce qu'il différencie. Ben, dans ce cas-ci, c'est la hauteur qui change. Voilà, ça c'est la théorie. On va prendre la hauteur qui est différente et on va le souligner en l'exagérant. Là, c'est le nez qu'on a repéré tantôt. Maintenant, par exemple, chez Josh Gad, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut identifier comme particularité? Oui, il est énorme et il y en a deux même. Il y a même un petit troisième. Ici aussi, il faut faire un peu attention entre exagérer et on peut être caricaturisé et on peut être cruel dans sa caricature. Caricature. Euh, alors, ça dépend à chacun jusqu'où il veut aller pour exagérer. Mais c'est vrai, le menton, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, je dirais le nez. Oui, tout à fait. Pas seulement la forme des cheveux, le fait qu'ils sont bouclés, mais aussi le fait que, euh, bon, c'est pas qu'il commence à perdre des cheveux, mais il a comment on s'appelle ça en français? C'est un hairline, la ligne cheveux qui est assez haut sur le front. La calvitie, c'est un beau mot. Bah, la calvitie, elle est très haute. Aussi le nez, je trouve, le nez qui est assez large, mais petit. Et pas un trait en particulier, mais plus général, quand on regarde le visage, les traits du visage vraiment, qu'est-ce qui est spécifique au visage? Et c'est une question de proportion, hein. Bah, c'est souvent une question de proportion. Mais quand on regarde le visage, ça se perd presque dans le volume complet, hein. On dirait que c'est comprimé autour du nez, que, que le nez tire les autres traits du visage vers soi. Voilà, là la caricature, le nez, tout, tout petit, aussi large que haut. Après les autres traits qui ont été regroupés autour du nez et qui sont presque tous dans la moitié haut de la tête. Tout le reste, c'est du menton. Et si on compte le deuxième menton, c'est même plus. On veut Voilà, ici, ils ont déjà un peu trahi. C'est l'angle des yeux qui en ressort. Mais d'autres éléments où vous dites, ah voilà, ça je vais exagérer. Je dirais la calvitie, c'est ça, de nouveau, qui est assez haute. Bon, je ne connais pas cet acteur en particulier, mais il m'a l'air d'être peut-être un petit peu intello. Euh,
Et c'est peut-être... Ouais, ouais, le visage qui est plus long et surtout à cause de la longueur du menton, parce que si on prend les règles de base que la distance entre le nez et la bouche et le menton et le bord du menton, c'est chaque fois un tiers. Chez lui, c'est le tiers du menton est plus grand et le tiers et la longueur du nez est plus court que la longueur du menton, qui sont normalement égales. Voilà. Et la décision, surtout ici, de la forme de base. Hein. Ils ont choisi une forme triangulaire. Le menton, comme vous avez suggéré, qui reste assez angulaire, mais quand même plus petit. Long, mais plus petit. Alors, ils ont gardé le côté long, mais ils ont rétréci la largeur. L'angle des yeux, comme ils avaient déjà dit, et aussi faites attention à la taille des sourcils. Et c'est bien, comme il dit, de faire une sorte de hiérarchie d'exagération, c'est-à-dire prendre un truc où on va vraiment être évident, comme on l'a élargi. Par exemple, c'est Ginois de Séléné qui est le changement principal. Et par rapport à ça, les autres changements vont être un peu plus subtils. Voilà, ça c'est quelques petites règles de base que j'avais suggérées. Si ça vous intéresse plus d'aller un peu plus vers l'anatomie quelque part, il y a d'autres vidéos dans la liste qui approfondissent cette matière-là. Mais pour nous, ces quelques indices suffisent. Et c'est un bon exercice à faire soi-même. Une fois qu'on a choisi une photo ou une personne, par exemple, de dessiner des lignes sur le visage et d'aller repérer qu'est-ce qui en sort de la moyenne. Si vous n'arrivez pas à le voir à l'œil, bah, dessiner quelques lignes dessus peut vous aider à mieux repérer ce qu'il faut exagérer. Par exemple, là, comme j'avais suggéré, les tiers en hauteur, la largeur avec les cinq yeux, le menton qui se divise en trois aussi, la ligne des lèvres où les lèvres se rencontrent et la ligne où le bas du lèvre de bas. Voilà, là il dit qu'il y a quand même des petites différences une ethnicité par rapport à une autre, mais en général ça colle quand même. Voilà, ça c'est une deuxième méthode. euh, et là j'ai une deuxième vidéo aussi. Vous allez voir que j'ai rajouté une deuxième vidéo qui dit caricature d'une caricature. Et elle se trouve aussi dans la liste ici. Voilà, caricature of a caricature. On va pas regarder tout le vidéo en classe. Je vais juste vous montrer le principe. C'est l'idée que ici on n'a pas la photo. Ça vaut peut-être pas. Ça vaut peut-être quand même la peine de passer à l'autre vidéo.
Après ce pupsé, là il y a la photo, je crois. Ouais, voilà. Ah, par exemple, vous prenez une image d'un politicien, bah, il va falloir identifier comment ça dévie. Bah, je dirais le super petit menton, l'énorme nez long, les yeux assez petits et un peu redressés ou reculés, et les oreilles qui sont dégagées de la tête. Et vous allez voir que c'est ça qu'ils ont exagéré dans le dessin. Maintenant, une bonne méthode d'aller plus loin de ce qu'on est confortable à faire, c'est de prendre par après cette caricature comme point de départ et de faire une deuxième caricature où on va essayer de pousser plus loin. Et là, c'est pas seulement les proportions, mais aussi les formes géométriques qui vont presque devenir abstraites. Voilà, les yeux tout petits dans ce cas-ci, le nez encore rallongé plus, le menton encore rétréci plus. Oui, oui, voilà. Ouais, ça c'est une bonne question. Et c'est, je veux pas vous imposer une méthode, mais je vous suggère quand même de, d'utiliser la méthode du block-out. C'est-à-dire la méthode qu'on a utilisée la semaine dernière pour faire notre personnage. Ben, je ferai la même chose pour créer euh, le point, la première version. Une fois que celle-là est mise en place, vous pouvez par après soit souder et utiliser Sculptrice ou soit utiliser tous les autres brushes comme le Move, le Snake Hook peut être utile. Il y a plein d'autres brushes qu'on connaît déjà qu'on peut utiliser par après. Par exemple ici c'est déjà un exemple un peu plus réaliste. Ici basé sur un dessin, mais ça pourrait tout autant être euh, une photo. Hein. Alors certaines formes vont déjà être dans le brush que je vous ai donné et d'autres formes, il va falloir créer d'abord pour l'utiliser par après. Alors ceci dit, par exemple, si je prends une sphère, et voilà la sphère de base, et on a vu dans le brush, celui que je vous ai passé, quand on fait M, on voit que on a une série de formes géométriques. Par exemple, celui-là, je peux utiliser pour l'oreille. Je vais utiliser la symétrie pour me sauver du temps. Être sûr que je suis en X. Peut-être mettre le sol, comme ça on s'y retrouve. Voilà les X. Je mets les oreilles. Si vous voulez emboîter, que les formes s'emboîtent un peu plus, on a vu ça déjà, mais je vous remonte. On peut décider à quel point que ça s'emboîte. Je vais refaire ça.
W par après. Même chose pour le nez. Ici, je vais enlever la symétrie. Comme il n'a qu'un nez. Il est où? Je devrais le mettre dans mon interface. Si vous voyez que vous utilisez quelque chose tout le temps, par exemple ici, ce brush-là, c'est celui-ci. Je fais préférence, configurer. Je le prends, je le mets là. Oups, là je l'ai juste bougé. Je crois qu'il faut le prendre de la palette ici. Ouais, voilà. Voilà, comme ça j'y ai accès tout le temps. M, je vais prendre celui-là pour le nez. La forme est bonne, sauf que je le veux plus par... Et faites attention, quand vous voulez bouger, que tout le reste est bien masqué. Comme ça, vous pouvez isoler... Oui? Non, ici, ici, ça va être important de souder par après, hein. Par exemple, là, je vais faire le... Et là, c'est CTRL pour dupliquer. Par exemple, je vais utiliser ça pour faire le menton. PMV pour le bouger par après. Imaginons que c'est quelqu'un avec le lèvre qui ressort. Et ici, il manque que... Bon, vous pouvez faire ça complexe, beaucoup plus complexe que moi, hein. Ici, j'essaye de faire ça vite pour vous donner... M, cylindre. Est-ce qu'il y a un cylindre? Par exemple, ah oui, il y a un cylindre. C'est vraiment le manque de temps qui est gênant ici, hein. De nouveau, il reste que 3 minutes. Mais je vous montre quand même comment mettre en place et par après souder. Q, P, M, V. Je vais subdiviser une fois pour avoir un peu plus de résolution. Alors subdiviser, ça marche sur une sélection, hein. Comme vous avez vu là, ça a subdivisé que la partie qui n'était pas masquée. Voilà, imaginons, ça c'est mon point de départ. Ben, je vais faire un Dynamesh pour souder tout ensemble. Tous ces contrôles-là, ils se trouvent sous géométrie, hein. Dynamesh. Mais comme vous voyez, ma forme de base, elle est un peu trop angulaire. Alors je le subdivise une fois. Je fais un Dynamesh par après. Là, il va respecter parce que j'ai des sous-niveaux. Alors j'enlève le sous-niveau. Je réessaye. Voilà. Peut-être un chouïa plus haut. 150. Ici, il va falloir trouver un bon équilibre entre
le détail et pas trop de polygones. Un peu plus petit, mon brush. Et même après que vous avez fait vos Dynamesh, vous pouvez rajouter des formes. Hein. Là, je sens que l'enregistrement est en train de faire caler ma machine. Alors, pour résumer, retournons à l'exercice. Tout l'info est en ligne dans le dossier. Ça, c'est bizarre qu'il n'arrive pas à afficher un PDF. Je crois que je vais arrêter l'enregistrement là parce que sinon ça va caler trop et je vous donne le reste des infos